La Russie et l'Iran ont conclu un accord historique sur un partenariat stratégique global qui définira nos relations pour la prochaine décennie. L'Iran remplacera-t-il l'Allemagne pour nous ? Quels projets communs avons-nous déjà réalisés et lesquels préparons-nous ? Quel est le lien entre les Houthis du Yémen et les chemins de fer russes ? Nous allons en parler ainsi que d'un nouveau héros, comme d'habitude, après un bref résumé des nouvelles positives. Le premier lot de nouveaux véhicules tout-terrain russes à chenilles, TM140, a été envoyé aux secouristes. À Astrakhan, la construction du troisième dragueur du projet FPD-G3 a commencé. À Mariupol, une filiale de l'école navale Nakhimov du ministère de la Défense de Russie a été ouverte. À Berdiansk, dans la région de Zaporijia, un centre éducatif pour la jeunesse Mayak a été inauguré. À Oufa, sur le site de l'entreprise ODK UMPO, un atelier de production équipé de la plus grande presse isostatique à chaux de fabrication nationale a été inauguré, pour augmenter la production des moteurs PD8 et PD14. À Novotroïtsk, une usine de tubes a été inaugurée. À Tver, une production d'accumulateurs de traction pour le matériel roulant du métro dans la région de Moscou, une production de matériaux de finition. Au Tatarstan, une usine de profilés en polychlorure de vinyle dans la région de Tcheliabansk, un complexe de sélection et de production de semences, et dans la région de Leningrad, une ferme laitière robotisée. Les écoliers russes ont remporté 6 médailles à l'Olympiade internationale de mathématiques. Cette semaine, il a été annoncé que la Russie et l'Iran ont enfin convenu de toutes les dispositions du traité historique de partenariat stratégique global, qui ouvrira de nouvelles opportunités pour notre coopération. Enfin, parce que le travail s'est poursuivi sans interruption pendant 2 ans et demi, mais il est maintenant officiellement terminé et le document sera bientôt signé. Les détails concrets ne sont pas encore révélés, mais certaines informations sont déjà connues. Le traité permettra de lever de nombreux obstacles au commerce mutuel. Son volume est modeste, mais il a un potentiel de croissance. Outre les relations tarifaires et fiscales, le traité prévoit un rapprochement des systèmes financiers. On sait déjà qu'à la fin du mois d'août, les étrangers pourront utiliser les cartes MIR en Iran et que les cartes bancaires du système iranien SHITAP pourront être utilisées dans tous les distributeurs automatiques de Russie. Un autre sujet intrigant est la coopération militaro-technique. C'est fort probable qu'en plus de l'augmentation du commerce des armes, l'accord inclut également des obligations d'assistance mutuelle en cas d'agression contre l'un des participants. Le document, nous en saurons plus bientôt. Rappelons qu'il a récemment été révélé qu'un accord similaire a été conclu entre la Russie et la Corée du Nord, selon lequel nos pays s'engagent à s'entraider en cas d'attaque par une tierce partie. Une telle aide n'implique pas nécessairement une participation directe au conflit militaire, mais peut inclure un large éventail de moyens, allant de la fourniture d'armes à l'envoi d'instructeurs, de volontaires et d'autres formes de soutien. Ce qui est tout à fait naturel, car si notre partenariat implique d'importants investissements et projets mutuels au-delà, nous devons les protéger. De quel projet parlez-vous exactement ? Le volume de fret des ports maritimes d'Olia et d'Astrakhan a augmenté de 50% au cours du premier semestre. C'est une conséquence directe du développement du projet dont nous vous avons parlé. Le corridor international de transport nord-sud, qui relie la Russie à travers la région de la mer Caspienne à l'Iran, aux pays du Golfe Persique et à l'Inde en contournant le canal de Suez. Actuellement, 14 États y participent déjà. Il y a une semaine, un accord a été signé sur le développement, dans ce cadre, de la route orientale traversant la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Iran. La route nord-sud est 2 fois plus courte que celle de Suez. Et, ce qui n'est pas négligeable, personne n'y chasse tes cargos ou tes pétroliers. Petit à petit, sans trop de bruit, l'itinéraire lui-même s'élargit et se complète avec de nouveaux tronçons. Récemment, un tronçon du réseau ferroviaire caspien y a été inauguré en présence de responsables officiels iraniens et russes. Au total, avec l'aide de la Russie, 162 km de nouvelles voies seront construits, ce qui augmentera considérablement la capacité de cette direction. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à la fin du mois de juin, nos pays ont signé un mémorandum d'entente sur les livraisons de gaz russe à l'Iran.
Oui, l'Iran possède l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde, mais il ne dispose actuellement ni des moyens ni des ressources pour développer les gisements ni pour créer un système énergétique unifié. C'est pourquoi, par exemple, le nord du pays, où se trouve la capitale Téhéran, dans une région montagneuse au climat rigoureux, connaît un déficit énergétique, surtout en hiver. Ou bien en ce moment, lorsque, tout comme le sud de la Russie, il souffre d'une chaleur record. Le document signé prévoit la livraison à l'Iran de 109 milliards de mètres cubes de notre gaz par an. Et cela représente ni plus ni moins presque autant que ce que nous fournissions à l'Europe par les 2 branches du Nord Stream. Une partie du gaz sera consommée par l'Iran lui-même et une autre partie sera livrée à d'autres pays. C'est là qu'apparaît le projet d'un nouveau hub énergétique persan, qui à terme pourrait conduire à l'interconnexion des systèmes de transport de gaz des pays de la Caspienne et d'Asie centrale. Pour nous, c'est avantageux car nous élargirons nos exportations énergétiques, réduirons notre dépendance vis-à-vis du hub turc et compenserons les pertes européennes. Mais en plus de l'énergie et des infrastructures, nous avons aussi d'autres projets, par exemple dans le domaine de la coopération spatiale. En février, nous avons mis en orbite le satellite iranien PARS-1, et en octobre, nous prévoyons d'en envoyer 2 autres dans l'espace. Il est également connu que récemment, l'Iran nous a commandé des hélicoptères de recherche et de sauvetage de la famille Mi-8 pour 20 milliards de roubles. L'échange de matériel militaire est classé secret, mais il est évident que son volume augmente également. Comme vous le voyez, nous avons vraiment quelque chose à protéger. Et il serait naïf de supposer que ce plan ne rencontrera pas d'obstacles. Le prochain président des États-Unis, le plus probable, Donald Trump, déclare ouvertement que les principaux ennemis de l'Amérique sont la Chine et l'Iran. Cela signifie que la pression sur eux ne fera qu'augmenter s'il est élu, comme s'il s'y préparait. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que si l'Iran le souhaitait, il pourrait obtenir les matériaux nécessaires à la fabrication d'armes nucléaires en quelques semaines, et que les États-Unis ne le permettront pas. On ne précise pas d'où ils pourraient en les obtenir, ni comment exactement. Mais la question de la prolifération des technologies dans le contexte d'une guerre hybride devient vraiment de plus en plus intéressante. Ainsi, à la fin de l'année dernière, la Corée du Nord a réussi à lancer son premier satellite de reconnaissance. Les voix ennemies affirment que cela s'est fait avec la participation directe de spécialistes russes. L'Iran a soudainement construit et ouvrira à la fin de cette année le centre spatial de Chabahar, qui deviendra le plus grand site de lancement de véhicules spatiaux en Asie de l'Ouest. Les Houthis du Yémen, malgré un blocus total et des sanctions, ont d'une manière ou d'une autre réussi à organiser et à développer la production de missiles et de drones assez modernes. On suppose que ce n'est que le début. D'ailleurs, à propos des Houthis, leurs sanctions personnelles contre la navigation en mer Rouge ont conduit à une augmentation de 30% de la demande de transport ferroviaire de marchandises à travers la Russie cette année. Encore une fois, parce que c'est sûr et garanti. Et toute la coalition des pays de l'OTAN, avec Israël qui les a rejoints, ne peut rien faire contre le pauvre Yémen, écrasé par les sanctions et le blocus, souffrant d'un conflit interne qui perdure. Qui sait ? Peut-être qu'un jour nous signerons aussi un accord de partenariat stratégique global avec ce pays. Une chose est évidente, le monde change très rapidement, et une toute nouvelle partie se joue sur la carte dans laquelle la Russie joue un rôle de premier plan.